Ah, beaucoup en parlent mais peu savent vraiment de quoi il s'agit. Et le meilleur moyen de le comprendre, c'est encore de le rédiger soi-même. Et pour pouvoir rédiger ce contrat de travail en bonne et due forme, il vous faut du papier et un stylo. Mais comme je n'ai plus de stylo, et que j'ai les meilleurs associés du monde, voilà, ils vont aller m'acheter un stylo. Si, allez. Et moi, pendant ce temps-là, je vais manger. Tu me rappelles pourquoi on fait ça déjà? Pour payer les frais du cabinet. Ce n'est pas avec les honoraires que tu prends qu'on va continuer à le faire tourner. D'accord, mais en faisant du placement de produits? Oh, placement de produit, c'est vite dit. Moi, je préfère qu'on appelle ça une sponsorisation ou un partenariat. On pourrait même dire qu'on nous a demandé de faire une sélection. Qu'est-ce que t'en penses? Appelle ça comme tu veux, mais ça reste du placement de produit. On inclut un produit dans notre programme en se faisant payer, c'est du placement de produit. Allez, tu peux essayer au moins. En plus, tout le monde le fait. Non, ça me dit rien. Ou alors, tu pourrais mettre les t-shirts d'une boutique qui nous sponsoriserait. Au moins, on aurait de quoi s'habiller. Sauf que même sans être payé, ça reste du placement de produit. Sauf qu'ici, la contrepartie, c'est le t-shirt. Je vois. Monsieur refuse la nouveauté. En fait, contrairement à ce qu'on peut lire par-ci, par-là, la problématique du placement de produit n'est pas une nouveauté. En effet, si économiquement, médiatiquement et académiquement parlant, l'intérêt porté à la technique du placement de produit remonte aux années 80-90, la pratique nous renvoie à il y a bien longtemps. Dès la fin du 19e siècle, la marque de bière Bass affichait déjà son légendaire logo Rubicon sur des affiches utilisées lors de représentations théâtrales, et Jules Verne lui-même citait des entreprises de transport dans son célèbre Le Tour du Monde en 80 jours. En 1886, c'est au tour de Thomas Edison de se saisir de la technique des placements de produits afin d'associer la compagnie ferroviaire qui transportait ses équipes de tournage en assurant la promotion de l'achat des tickets de train de la dite compagnie dans ses films. Ah, le cinéma et les placements de produits, quelle belle histoire d'amour-haine! Le placement de produit est sans doute perçu comme l'intrusion la plus emblématique des logiques commerciales dans le processus de fabrication et de commercialisation des films. Mais à cette époque d'Edison et au tout début du XXe siècle, le but n'était pas tant de faire payer les annonceurs pour les apparitions de produits à l'écran que de bénéficier d'accessoires ou de services gratuitement. Vous avez besoin d'une voiture pour tourner une scène? On peut vous la fournir! Et c'est pour cela que dès l'époque du muet, Ford proposait ses voitures à des producteurs, ce qui permettait à ces derniers de meubler, ou plutôt d'auto-meubler leurs films à faible coût en échange de publicité. Il faudra attendre les années 1920-1930 pour que des films tels que The Garage avec la Red Crown Gasoline ou Tumulte avec les boîtes de cubes de bouillon Maggi amorcent les premiers placements de produits payants. Le succès est immédiat et la MGM ouvre même dès les années 30 un bureau consacré à cette technique moderne de publicité afin d'organiser la rencontre entre les studios et les industriels. Le placement de produits devient alors un outil marketing de plus en plus important et explose en 1982 avec E.T. de Steven Spielberg, dont l'utilisation des friandises Reese's Pieces au sein du film a permis à la marque de voir ses ventes augmenter de 65% en 3 mois. Aussi rentable qu'un coup de pouce de poisson fécond. L'industrie du placement de produits aux États-Unis devient alors très vite concurrentielle et on compte plus de 35 agences de placement aux États-Unis dans les années 90. Depuis, le placement de produits est partout. Dans des séries et des émissions de télévision, dans des pièces de théâtre, dans des chansons, dans des vidéoclips, dans des romans, dans des jeux vidéo et plus récemment sur Internet. Et cela peut se comprendre, les avantages des placements de produits sont nombreux, autant pour les créateurs que pour les annonceurs. Pour les créateurs, outre l'évident avantage financier, le placement de produit permet également de renforcer le réalisme d'une scène, la marque se fondant alors dans l'œuvre et contribuant ainsi à son objectif de divertissement. Pour les annonceurs, la technique place leurs produits dans des environnements plus réels que la publicité classique, et souvent pour moins d'argent. Mais ce n'est pas tout, puisqu'elle tente également à faire croire aux spectateurs, c'est-à-dire vous et moi, que les créateurs ou les porteurs de projets préfèrent véritablement la marque, ou que la marque fait partie du message qu'ils souhaitent transmettre. Et c'est principalement pour ces raisons que les placements de produits sont considérés comme une forme moins agressive de publicité, tout en étant plus difficiles à contourner. Et selon un rapport de l'agence PQ Media, les dépenses des entreprises au titre du placement de produits au niveau mondial ont représenté 8,25 milliards de dollars en 2012, tous supports confondus. Et la France se trouvait alors dans le top 10 avec plus de 100 millions de dollars
barre de dépenses annuelle. C'est ainsi qu'en 2005, l'insertion de marques telles que Dior et Tissot a permis de financer 3% du budget total du film Les Chevaliers du Ciel. Des chiffres certes moins imposants qu'aux États-Unis, où un film tel que Minority Report dispose de 25 millions de dollars de placement de produits pour son financement, mais tout de même. Cependant, si ces placements de produits sont devenus une pratique répandue, ils ne sont pas pour autant sans risque, et un placement déséquilibré peut avoir des effets contraires. Il peut nuire à la crédibilité artistique du projet, par voie de conséquence de son auteur, et il peut également agresser le public. C'est ainsi que le clip Bad Romance de Lady Gaga et son record de 10 marques lui avaient valu le surnom d'émission de téléachat dansante de la part d'un chroniqueur du LA Times. De la même façon, le film Die Another Day de la saga James Bond avait été renommé par certains journalistes Buy Another Day en raison de la trop grande présence de produits au sein du film. Et c'est pour éviter ces dérives que le droit a dû encadrer la pratique du placement de produits. Et c'est exactement pour ça qu'on n'a rien fait. Comment ça? Eh bien, jusqu'en 2007, légalement, on s'est jamais vraiment posé la question. Alors personne n'a rien fait? Non. Le législateur français, c'est-à-dire l'ensemble des personnes qui font la loi en France, lui, n'a rien fait. Mais compte tenu du développement croissant du placement de produits au cinéma et devant l'absence de législation en la matière, c'est finalement le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, qui est intervenu pour réglementer la technique. Et c'est à travers plusieurs décisions que le CSA a pris le parti d'autoriser le placement de produits dans les films initialement prévus pour l'exploitation en salle et de l'interdire dans les émissions télévisées ou radiophoniques en les rattachant partiellement au régime de la publicité classique. A ce titre, les placements de produits étaient interdits dans deux cas. D'abord, quand le placement s'apparentait à de la publicité clandestine, une publicité si peu claire qu'elle risque d'induire le public en erreur sur sa nature même, et ensuite, lorsque le placement revêtait un caractère promotionnel flagrant, se rapprochant alors cette fois-ci de la publicité classique. En revanche, on acceptait les placements de produits qui avaient pure vocation à être un élément de réalisme dans une scène. Autrement dit, si le placement de produit n'était pas intentionnel ou s'il n'était pas à but publicitaire, il était acceptable. Ce qui, vous l'aurez compris, traçait une limite assez floue entre ce qui était acceptable et ce qui ne l'était pas. Qu'est-ce que tu fais? J'ajoute encore plus de flou à ce que tu es en train de dire. C'est comme une mise en abîme. Et c'est d'ailleurs ce manque de clarté globale autour de la législation des placements de produits qui fait que la technique a eu du mal à se développer en France comparativement aux autres pays, les annonceurs craignant de dépasser cette limite floue posée par le CSA. Et puis vint l'année 2007 et avec elle une directive européenne, la directive SMA. Dans son article 61, celle-ci définit enfin les placements de produits comme étant toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure ou à faire référence à un produit, un service ou une marque en l'insérant dans un service de médias audiovisuels moyennant paiement ou autre contrepartie. Enfin, une définition claire. Mais la directive n'a pas fait que définir les placements de produits, elle les a également interdits. Interdit? Alors tout le monde est hors la loi? Non, car comme le dit le docteur Ian Malcolm, l'argent trouve toujours son chemin. J'ai un doute sur ta citation là. En fait, la directive dit bien que les placements de produits sont interdits, mais elle souligne également dans son article suivant que des dérogations sont possibles pour certains programmes en fonction d'une liste qu'elle propose. Et il revient alors aux États de s'arranger avec cette liste. Un drôle de façon de légaliser la technique. Oui, mais en faisant ça, la Commission européenne se réserve le droit de surveiller les réglementations et notamment les domaines où le placement de produits est interdit. Et en France, on a transposé cette directive SMA dans notre droit. Le législateur français a alors décidé d'ouvrir le placement de produits aux œuvres cinématographiques, enfin, mais aussi aux fictions audiovisuelles et aux vidéos musiques. Fait amusant, le CSA, qui était jusque-là fermement opposé à l'insertion de placements de produits à la télévision, s'est vu confier le rôle de régulateur de placement de produits à la télévision. Douce ironie. Pour résumer, la transposition de cette directive dans notre droit a un double effet. D'abord, elle légalise l'utilisation du placement de produits à la télévision, et ensuite, elle dote la pratique en matière cinématographique d'une base légale qui était attendue depuis des années. Même si dans les faits, cela ne change pas grand-chose puisque la pratique s'était largement autorégulée depuis. Donc ça y est, maintenant à la télé, chacun peut s'en donner à cœur joie pour nous faire acheter n'importe quoi. Non, pas exactement. En effet, même dans les programmes sur la liste de la directive SMA, on ne peut pas placer n'importe quoi. Et conformément à la directive, la loi française interdit sans surprise le placement de produits dans les programmes destinés aux enfants et aux adolescents. De la même façon, sont également interdits certains types de produits et on ne peut pas placer à la télévision les boissons avec plus d'1,2 degré d'alcool, le tabac, les produits du tabac, les médicaments, qu'ils soient ou non soumis à prescription médicale,
les armes à feu ou munitions, sauf sur certains services de télévision, et les préparations pour nourrissons. Mais au-delà de ces limites de fond, si on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas non plus le faire n'importe comment. Et c'est pour cela que le CSA impose également des conditions de forme. D'abord, le placement de produit ne doit pas influencer le contenu du programme de manière à porter atteinte à la responsabilité éditoriale de l'éditeur. Comme si je coupais cette émission pour vous parler de ce fabuleux paquet de chips. D'ailleurs, saviez-vous que la forme triangulaire de la chips lui permettait de rester intacte lorsque vous la trempiez dans du succulent guacamole? C'est fascinant. Dans un deuxième temps, le placement de produit ne doit pas consister en une incitation directe à l'achat ou à la location du produit. Wow, si on achète 2 paquets, les 4 suivants sont offerts! Pardon. Enfin, le placement de produit ne doit pas mettre en avant de manière injustifiée le produit ou service en question. Sinon, c'est de la publicité classique. Pour que ce soit plus clair, le CSA oblige les éditeurs de services audiovisuels à placer un pictogramme, tel que celui-ci, au début et en fin de programme, avant les coupures publicitaires et pendant les génériques. J'avais jamais remarqué. C'est normal, et peut-être que vous non plus. En fait, c'est parce que les chaînes de télévision disposent des informations que leur envoient les distributeurs ou les producteurs qu'il leur est parfois difficile de connaître l'existence d'un placement. Du coup, dans le doute, les éditeurs choisissent souvent par précaution de flouter les marques à l'écran, ce que vous avez probablement déjà observé. Et puis, ce pictogramme est en soi discutable et certaines associations de consommateurs se demandent même s'il ne pousserait pas davantage le spectateur à chercher les marques présentes et à identifier les placements au sein du programme. Ce qui serait une aubaine pour les annonceurs et un peu moins pour le public. Donc tout ça s'applique aux films, aux fictions audiovisuelles et... j'oublie quelque chose? Oui, ça marche aussi pour les clips. T'es sûr? Quand j'en regarde sur YouTube, je vois jamais ce pictogramme. Ce qui est complètement normal, parce que, problème, Internet ne fait pas partie du cadre de la directive SMA. Pourtant, vous êtes les premiers à en être témoins. À l'heure où je vous parle, avec l'essor du réseau internet, la télévision et la radio ont cessé d'être les seuls médias diffusant des contenus audiovisuels. Sont dès lors apparus des sites de partage de vidéos comme Dailymotion, YouTube ou encore certains sites de presse en ligne. Logiquement, il devrait donc y avoir urgence à légiférer aussi sur internet. Ce qui est d'autant plus vrai que selon une étude du CSA, l'usage de ces plateformes de vidéos n'a cessé de se développer, internet et la téléphonie mobile représentant ainsi en 2013 42% des pratiques médiatiques, alors que la télévision et la radio n'en représentaient plus que 32%. Devant cette urgence, le législateur s'est empressé une nouvelle fois de ne rien faire. Encore? Et oui, car comme le disait ce cher Karl Marx, les événements se produisent toujours 2 fois. La première fois comme une tragédie, la seconde fois comme une grosse blague très nulle. J'ai encore un doute sur ta citation. Bref, n'ayant rien à se mettre sous la loi, on a été obligé de se reposer sur une autre directive européenne, transposée en France par la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004, soit 3 ans avant la directive SMA qui contient des références au placement de produits. Cette loi pour la confiance dans l'économie numérique pose les bases d'une régulation à minima des services sur Internet. Et les mots importants ici, c'est à minima. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'article 20 de cette loi dispose seulement que toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. C'est-à-dire que la personne physique ou la personne morale pour le compte de laquelle elle a été réalisée doit être clairement identifiable. C'est tout? C'est tout. Enfin, presque. En fait, l'article 20 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique souligne également que si la publicité doit être clairement identifiable, elle ne doit pas être trompeuse au sens de l'article L121-1-1 du Code de la consommation. Ce dernier dispose en effet qu'est considéré comme une pratique commerciale trompeuse le fait d'utiliser dans les médias un contenu rédactionnel financé par le professionnel lui-même pour faire la promotion d'un produit ou d'un service sans l'indiquer clairement dans le contenu. Si l'article 20 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique et le code de la consommation sont 2 bases légales différentes, on se retrouve encore une fois avec la nécessité que la publicité soit clairement identifiée comme telle. En cas de pratique commerciale trompeuse, l'amende pourra alors monter à 300 000 € pour une personne physique, 1,5 million d'euros pour une personne morale et jusqu'à une peine de 2 ans de prison. D'ailleurs, si l'annonceur est responsable de sa publicité, l'éditeur pourra également voir sa responsabilité mise en cause s'il est en lien commercial direct avec l'annonceur. Autrement dit, si l'éditeur, comme un vidéaste, connaît le contenu de la publicité et si celle-ci est illicite, il se rend complice. Mais attends, ces 2 articles, ils ne visent pas spécifiquement le placement de produits, non? Exactement. Encore une fois, on est 3 ans avant la directive SMA.
Bien sûr, compte tenu de la généralité de l'article 20 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, applicable à toute publicité sous quelque forme que ce soit, il n'est pas exclu que celui-ci ait également vocation à régir la pratique des placements de produits. Mais sans les citer directement, on se retrouve une nouvelle fois dans la situation des placements de produits au cinéma et à la télévision avant la transposition de la directive SMA. Autrement dit, si les règles sont assez claires pour la télévision et le cinéma, notamment du fait de leur encadrement par le CSA, le cadre des placements de produits sur internet lui est très flou puisqu'on ne prend pas en compte ses spécificités. On se retrouve dès lors de nouveau à jouer avec le régime général de la publicité, sur les terrains des publicités clandestines, des pratiques commerciales trompeuses, et en jouant sur le fait que le placement de produit doit rendre clairement identifiable le compte de la personne physique ou morale pour laquelle il a été réalisé. Et c'est actuellement tout le problème. Qu'est-ce qu'une identification claire pour une publicité et davantage pour un placement de produit qui par essence se doit d'être discret? Faut-il que je l'écrive en gros au sein du programme, que j'y insère un pictogramme, un son, ou est-ce qu'une simple mention dans la description de la vidéo, sur une page Facebook ou sur un compte Twitter suffisent? Dans le cadre d'un jeu en ligne qui est également concerné par la loi pour la confiance dans l'économie numérique, faut-il informer le joueur du placement de produit au moment où il se connecte à la plateforme du jeu? Est-ce que c'est suffisant? Et si on l'indique directement et visuellement quand le placement de produit apparaît, est-ce qu'on ne réduit pas à néant l'effet de placement de produit censé se fondre de manière réaliste dans le jeu? Pour en revenir aux plateformes telles que YouTube, bien sûr, des tonnes de vidéastes qui font de la publicité ou qui emploient la technique des placements de produits ne l'indiquent nulle part. Mais il n'y a dans ce cas aucune ambiguïté. Que ce soit une pratique commerciale trompeuse, une publicité clandestine ou autre chose, la publicité est juste illégale. La question ne se pose donc pas. Mais qu'en est-il de ces nombreux vidéastes qui se contentent d'une mention elle-même assez floue dans la description, à base de merci pour le partenariat, pour le sponsoring ou pour le coup de main? Est-ce suffisamment clair? Difficile de répondre, encore une fois, la loi manque à ce sujet, et les décisions de justice, rares au possible, ne permettent pas de se construire un véritable mode opératoire. Du coup, on est un peu coincé. À moins que... Et si finalement, comme à l'époque où les placements de produits au cinéma n'étaient pas encadrés, c'était à la pratique, aux personnes elles-mêmes de s'autoréguler? Après tout, Jean Carbonnier ne soulignait-il pas que le droit pouvait s'approprier n'importe quelle règle sociale et que toute norme sociale pouvait devenir à son tour une norme de droit? Certains milieux socio-professionnels sont confrontés à des situations si particulières sur le terrain que le droit n'offre pas de solution. C'est pour éviter ce genre de situation qu'un accord interinstitutionnel européen de 2003, classement baptisé Mieux légiférer, est venu consacrer l'autorégulation comme une alternative possible à une régulation classique. L'autorégulation serait alors la possibilité pour les acteurs d'un marché d'adopter entre eux et pour eux-mêmes des lignes directrices communes. Or, comme le souligne Joseph Besnaïnou, directeur général du Bureau de vérification de la publicité, l'autorégulation est un mode tout particulièrement adapté à l'univers internet, dématérialisé, internationalisé, éphémère, dans lequel la prévention et la responsabilisation des utilisateurs sont plus efficaces que la législation. Et cette règle issue de l'autorégulation, qui doit bien sûr être conforme aux règles de droit et aux valeurs éthiques du système juridique en place, est d'autant plus intéressante qu'elle est le produit d'un consensus de la part des personnes qui vont la suivre. Dès lors, et comme cela a pu être le cas pour les placements de produits au cinéma, c'est au marché de s'autoréguler par ses acteurs, c'est-à-dire vous et moi, afin d'établir des règles déontologiques et des organismes de contrôle. Mais par quoi commencer? Peut-être justement en se mettant d'accord sur ce qu'est une publicité clairement indiquée comme telle. Et c'est notamment ce qui commence à se faire dans les pays anglo-saxons où le problème de la publicité sur internet se pose également. Aux États-Unis, la Commission fédérale du commerce, agence indépendante du gouvernement, s'est intéressée récemment aux affaires de Machinima, sorte de régie publicitaire spécialisée dans la monétisation de contenus vidéo. Lors du lancement de la Xbox One, une vaste campagne marketing baptisée XB1M13 avait été lancée par Machinima par l'intermédiaire de plusieurs vidéastes sur YouTube. Problème, aucun de ces derniers n'avait précisé qu'il s'agissait d'une opération marketing, puisque leur contrat ne les obligeait pas à le faire. Qualifié de pratique anticoncurrentielle par l'agence américaine, Machinima s'est vu ordonner de demander à ses vidéastes d'afficher de façon claire et proéminente qu'il s'agissait bien d'un placement de produit pendant une durée suffisante pour qu'un consommateur ordinaire puisse lire et comprendre le message. Bam! Autorégulation. En Angleterre, l'autorégulation se fait en partie par l'ASA, autorité britannique des normes publicitaires.
Dans une décision du 26 novembre 2014, l'ASA a également mis en avant une série de vidéos YouTube qui faisaient la promotion de la marque Oreo sans pour autant que celle-ci soit indiquée comme telle. Cette fois, et contrairement à l'affaire Machinima, la description des vidéos contenait bien les mentions « Merci à Oreo d'avoir contribué à cette vidéo ». Mais l'ASA a jugé que ces mentions n'étaient pas suffisantes afin d'identifier le caractère commercial des vidéos, notamment parce qu'à ce moment-là, l'utilisateur était en effet déjà entré en interaction avec la vidéo et la fonction protectrice de la mention était du coup annulée. En France, c'est l'ARPP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, une association qui mène des actions dans l'intérêt du public et pour une publicité saine et loyale. Elle fait des recommandations qui vont souvent plus loin que les textes de droit et elle procède à des contrôles. C'est également elle qui s'assure de la conformité des publicités à des règles de déontologie. Bien sûr, le projet est encore un peu jeune et la RPP a tendance à être bien conciliante au sujet des publicités sur internet, mais c'est un début d'autorégulation. Et si on suit le courant de ces agences et de ces associations, on se rend de plus en plus compte qu'on arrive à une orientation, voire à une définition de ce qu'est une publicité clairement indiquée, et donc un placement de produit clairement indiqué. Apparaît alors qu'une simple mention dans la description ne suffit pas, en ce qu'il est facile pour le spectateur de la manquer. L'agence américaine propose même une marche à suivre pour opérer un placement transparent. La police choisie doit être claire et le message doit être intégré dans la vidéo suffisamment longtemps et visible pour pouvoir être lu et compris. L'indication dans la description, dans des liens hypertextes, bref tout ce qui peut être manqué est à bannir. Même une mention dans le titre de la vidéo peut dans certains cas ne pas suffire, notamment lorsque vous postez votre vidéo directement sur Facebook et que celle-ci se démarre toute seule. Et il est aujourd'hui d'autant plus fondamental de s'intéresser à cette notion d'indication claire que les placements de produits au sein des vidéos sont en train de glisser. Dans le placement de produits traditionnel, il y a une exigence de discrétion du placement qui doit éviter ce qui est intrusif, incongru ou dissonant sous peine de rejet. Il faut trouver un équilibre. Mais de plus en plus, on assiste non plus à un placement de produit, mais à ce que Peter Matzneller de l'Institut du droit européen des médias définit comme une narrativisation du produit. Autrement dit, le produit occupe naturellement une place centrale dans le contenu qui a été créé sur mesure pour lui. Cette convergence de vecteurs aboutit aujourd'hui à des actions de communication pouvant mêler cognitif et affectif, visant à placer la communication de la marque dans un univers de divertissement et qui peuvent davantage embrouiller le spectateur si elles manquent de transparence quant à leur véritable nature. Et si c'est le rôle de la RPP ou de la DGCCRF de surveiller ces situations, c'est aussi le vôtre, que vous soyez vidéaste ou spectateur, de prendre ces questions en main. Comme le souligne Jean-Claude Forgoux, avocat au bureau de Bruxelles et de Paris, aujourd'hui, il n'y a pas de volonté politique de réguler ce secteur. Il manque une initiative pour faire prendre conscience de tout cela. Vous et moi avons un rôle à jouer dans cette autorégulation et la possibilité de siffler la fin de cette récréation. Internet n'a pas à être, comme le soulignait Christine Kelly à propos de la télévision, un véritable sapin de Noël publicitaire. Et c'est parce que dans notre société, l'omniprésence de la publicité amenuise la frontière entre les messages publicitaires et les contenus éditoriaux qu'il est nécessaire d'avoir une véritable transparence, que ce soit pour les auteurs ou les spectateurs. Parce qu'une publicité transparente, c'est aussi davantage d'horizontalité sur Internet. Parce qu'une publicité mal réalisée, au-delà de son illégalité, peut aussi rompre l'horizon d'attente du spectateur. Et parce que savoir détecter une publicité, c'est aussi savoir s'en protéger. Alors, en attendant la prochaine émission, je vous dis à maintenant pour décoder vos droits. Ciao!